Elle a défié les nazis adolescente, elle a aimé Miles Davis quand c'était interdit par la loi, elle a chanté devant des généraux qui l'ont expulsée le lendemain, et elle a enterré sa fille unique dans un silence absolu. Juliette Gréco n'était pas qu'une chanteuse, elle était une révolution vivante. Découvrez aujourd'hui son histoire extraordinaire. Avant de plonger dans la vie fascinante et tumultueuse de Juliette Gréco, prenez un instant pour vous abonner à Secret Stars et activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de vous révéler les histoires méconnues des plus grandes icônes françaises et internationales. Chaque abonnement nous aide à produire du contenu de qualité pour vous. Maintenant, découvrons ensemble l'incroyable destin de Juliette Gréco. Juliette Gréco était la femme qui transformait la poésie en arme, qui refusait Hollywood alors que les portes s'ouvraient devant elle. Elle a chanté devant des généraux qui l'ont expulsée le lendemain. Et elle a enterré sa fille unique dans un silence absolu. Juliette Gréco n'était pas qu'une chanteuse, elle était une révolution vivante. Juliette Gréco est née en 1927 à Montpellier, dans le sud de la France, au sein d'un foyer déjà fracturé avant même qu'elle ne prenne sa première respiration. Son père, Gérard Gréco, était un fonctionnaire de police né en Corse. Sa mère, Juliette Laféchine, venait d'une famille bordelaise stricte, attachée aux valeurs bourgeoises rigides de l'époque. Le mariage fut une catastrophe. Bref, froid, toxique. Alors que Juliette n'était encore qu'un bébé, ses parents se sont séparés. Elle a été envoyée vivre chez ses grands-parents maternels à Bordeaux, aux côtés de sa sœur aînée, Charlotte. Ce qui a suivi fut une enfance définie non pas par la pauvreté matérielle, mais par une négligence affective dévastatrice. Juliette racontera plus tard, avec une franchise brutale, que sa mère lui répétait sans cesse qu'elle n'avait jamais été désirée, pas une fois, pas par erreur, jamais. Ce rejet, formulé sans chaleur, sans excuse, sans regret, l'a blessée profondément. De son propre aveu, son éducation était sûre en apparence, mais dépourvue d'affection. L'isolement émotionnel de ses premières années, en particulier la froideur maternelle, a façonné sa vision de l'amour, de l'art et de l'identité pour le reste de sa vie. Puis, en 1933, la tragédie s'est aggravée. Ses deux grands-parents sont morts. Les filles ont été réunies avec leur mère, qui les a ramenées à Paris, puis après l'occupation nazie de la France en 1940, dans la région de la Dordogne. C'est durant cette période que sa mère s'est engagée dans la résistance française, aidant à coordonner des filières d'évasion secrète vers l'Espagne et Gibraltar. Juliette, encore adolescente, poursuivait sa scolarité dans un couvent à Montreuil, tandis que le climat politique autour d'elle devenait de plus en plus dangereux, suffocant, mortel. Si vous appréciez ce type de contenu exclusif, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Votre engagement nous motive énormément. En 1943, la vie de la famille Gréco s'est écroulée brutalement. La mère de Juliette et sa sœur Charlotte ont été arrêtées par la Gestapo en raison de leurs activités de résistance. Toutes deux ont été déportées au camp de concentration de Ravensbrück, où elles sont restées emprisonnées jusqu'à la libération du camp en 1945. Juliette elle-même a été arrêtée peu après, à Paris, avec sa sœur, devant un café de la place de la Madeleine. Elle a été interrogée, battue, emprisonnée à la prison de Fresnes, l'une des prisons les plus sinistres de l'occupation. La Gestapo pensait qu'elle transportait des informations ou des documents de la résistance, et ils avaient raison. Profitant d'un bref moment de solitude, Juliette a réussi à détruire les papiers que sa sœur lui avait confiés pour les mettre en sécurité. Elle a tout avalé, tout brûlé, tout détruit. Elle a finalement été relâchée en raison de son âge jeune, mais l'expérience a laissé des cicatrices psychologiques profondes et permanentes. Dans ses écrits et interviews ultérieures, elle a décrit cet épisode comme « la rupture définitive de mes dernières illusions concernant la sécurité, la famille ou la justice ». À sa sortie de prison, elle a quitté seule les bureaux de la Gestapo avec un simple ticket de métro en poche et nulle part où aller. Elle n'avait que 16 ans, sans famille, sans argent, sans toit, sans espoir. Elle s'est tournée vers la seule adulte qu'elle connaissait encore à Paris, son ancienne professeure de français, Hélène Duc. Duc l'a accueillie sans hésiter, lui offrant un lit, de la nourriture et la dignité élémentaire dont elle avait été privée pendant des mois. Elle a été logée rue Sans-Vendôny, à quelques pas de Saint-Germain-des-Prêchères, le quartier mythique de la rive gauche qui deviendrait synonyme de l'intellectualisme français d'après-guerre. Elle arrivait sans rien. Pas de vêtements corrects, pas de chaussures à elle, des amis de Duc lui donnèrent un pantalon de garçon et des chaussures empruntées. C'est par nécessité et non pas choix esthétique qu'elle a commencé à s'habiller de vêtements sombres et neutres. Mais ce style a trouvé un écho immédiat. Bientôt, la petite Gréco est devenue l'incarnation même de la bohème de la rive gauche, pull noir, frange droite, regard mêlant défi et vulnérabilité.
Si cette histoire vous captive autant qu'elle nous passionne, pensez à vous abonner maintenant. Votre soutien nous permet de produire des enquêtes approfondies comme celle-ci et de vous révéler les vérités cachées des plus grandes icônes. Saint-Germain-des-Prés-Chères, après la Libération, était une révolution culturelle à ciel ouvert. Les cafés débordaient de philosophes désapprouvés, de poètes revenus de tout, de soldats frustrés et de musiciens de jazz venus de l'étranger. Elle s'en est rapprochée instinctivement, pas encore comme artiste, mais comme auditrice, comme éponge, comme terre fertile. Son appartement était partagé avec des peintures et des étudiants. Elle gagnait de quoi manger en travaillant dans un théâtre, en balayant la scène ou en aidant en coulisses. Elle absorbait tout, la musique, la poésie, la politique, le silence. Dans une interview radio de 1954, elle a décrit ses années après-guerre avec ces mots. « Je n'étais pas pauvre au sens habituel. Je n'avais rien à manger, oui, mais j'étais riche intellectuellement, riche en compagnie, riche en idées. Mon esprit était constamment nourri, j'étais comme une terre, j'absorbais, je laissais les fleurs pousser en moi. » Elle ne chantait pas encore, mais le silence accumulait quelque chose de puissant. En 1945, à la fin de la guerre et à la libération de Paris, elle était devenue connue, sans être célèbre, comme une présence frappante dans les cercles de la rive gauche. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir l'ont notée dans les cafés. Ils ont vu en elle quelque chose de rare, une authenticité brute, une blessure visible, une force silencieuse. C'est Sartre qui lui aurait dit un jour « Vous avez l'âme d'un poème ». Il lui proposa un texte à réciter au Bœuf sur le Toit, un club légendaire fréquenté par l'élite intellectuelle parisienne. Juliette n'avait jamais eu l'intention de se produire sur scène, mais Sartre a insisté. « J'ai préparé cela pour vous. Choisissez une chanson, vous devez la dire. » Cette performance a marqué le début de sa carrière artistique. Sartre, Boris Vian, Albert Camus n'admiraient pas seulement sa beauté, ils voyaient en elle une incarnation vivante de l'existentialisme, blessée, indépendante, sans sentimentalisme mais émotionnellement éveillée. Sartre disait d'elle « Gréco a des millions de poèmes en elle, des poèmes qui restent à écrire ». Pour lui, elle n'était pas une muse dans le sens décoratif, elle était la preuve que l'art pouvait naître de la souffrance et que survivre pouvait devenir une philosophie en soi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait pour le faire. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces histoires incroyables et de vous offrir du contenu exclusif régulièrement. Juliette Gréco est devenue la voix de la France d'après-guerre, non parce qu'elle réclamait l'attention, mais parce qu'il était impossible de l'ignorer. Vêtue de noir, les yeux en feu, elle se déplaçait comme une ombre et parlait comme le tonnerre. Elle ne se contentait pas de chanter la poésie, elle l'incarnait. Sa présence était minimaliste, mais son impact était sismique. Chaque geste, chaque silence, chaque syllabe qu'elle prononçait portait le poids d'une génération qui avait souffert, interrogé le monde et survécu. Elle n'écrivait pas ses propres paroles, elle se définissait plutôt comme une servante des poètes, les poètes étant ceux qu'elle vénérait, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Léo Ferré, Serge Gainsbourg. Gainsbourg a écrit La Javanaise spécialement pour elle. Elle a sauvé Je hais les dimanches, une chanson rejetée par Edith Piaf, et en a fait un succès international. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix pour remplir une salle, la retenue était sa signature. L'intimité devenait intensité. Dans sa voix, le silence était une force. Sa renommée ne pouvait se limiter à la France, elle s'est produite sur tous les continents, Berlin, Tokyo, Buenos Aires, New York. Hollywood lui a ouvert les bras, Daryl F. Zanuck l'adorait. Elle a tourné aux côtés d'Orson Welles et sous la direction de Jean Renoir et John Huston. Mais elle ne s'est jamais rendue au système américain. Elle a refusé l'emballage, le contrôle, le scénario préécrit. « Je suis un animal sauvage », a-t-elle déclaré un jour. « N'essayez pas de me mettre dans une cage dorée. » La célébrité n'a jamais été le but, la vérité, oui. Derrière la mystique se trouvait une femme qui défiait toutes les structures cherchant à la façonner, en particulier le pouvoir masculin. Lorsqu'elle a interprété « Déshabillez-moi », une chanson de striptease conçue pour l'excitation masculine, elle l'a chantée entièrement habillée, avec une dernière phrase tranchante « mais pas tout de suite, pas trop vite ». Elle a renversé le regard masculin en un moment de contrôle féminin. Elle a redéfini la chanson, et avec elle, la femme qui en était le centre. Pour Gréco, chaque scène était un champ de bataille de sens, chaque chanson était politique, même celle déguisée en romance. Elle a soutenu le Parti communiste, elle a chanté à la fête de l'humanité, et elle a un jour interprété des ballades antimilitaristes devant des généraux chiliens qui l'ont expulsée du pays le lendemain.
Elle ne s'est jamais excusée de ses convictions, elle est restée ferme, utilisant l'art comme une arme de dignité. Vous aimez ce type de révélations exclusives? Abonnez-vous à Secret Stars dès maintenant. Votre soutien nous permet d'investir du temps et des ressources pour vous apporter les histoires les plus fascinantes du monde des célébrités. Juliette Gréco aimait avec intensité, mais jamais sans conséquence. L'amour pour elle n'a jamais été un refuge, c'était un autre champ de bataille. Son histoire d'amour la plus fondatrice commence à Paris en 1949 lorsqu'elle rencontre Miles Davis au cabaret Le Bœuf sur le Toit. Elle a 22 ans, lui en a 23. Tous deux sont des étrangers dans leur manière. Elle, orpheline, marquée par la guerre et l'occupation, lui, musicien noir américain, découvrant pour la première fois la liberté dans l'Europe de l'après-guerre. Paris traitait Davis comme un artiste, pas comme un problème. Pour la première fois de sa vie, il pouvait entrer dans un café sans être refusé le service, sans être humilié, sans être réduit à sa couleur de peau. Juliette a ressenti immédiatement cette liberté en lui. Leur lien fut instantané, charnel oui, mais aussi profondément intellectuel. Davis dira plus tard qu'avec Juliette, il se sentait entendu avant même d'avoir parlé. Elle comprenait le silence, elle comprenait la retenue, elle comprenait la douleur sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer. Mais ce qui semblait possible à Paris s'est écroulé sous le poids brutal de la réalité américaine. À l'époque, les mariages interraciaux étaient illégaux dans de nombreux États des États-Unis. Davis savait exactement ce qui les attendait de l'autre côté de l'Atlantique. Il a refusé de lui demander de vivre comme l'épouse d'un homme noir dans un pays qui l'humilierait chaque jour et pourrait même la mettre en danger. Juliette, tout aussi fière, a refusé d'abandonner sa carrière, sa langue et son pays pour un amour qui exigeait sa disparition. Leur séparation ne fut pas dramatique, elle fut pire que cela. Elle fut rationnelle, logique, inévitable. Davis est rentré seul à New York, Juliette est restée à Paris, brisée. La blessure ne s'est jamais refermée. Ils se sont revus au fil des décennies, mais la possibilité avait disparu. L'instant était passé. Lorsque Davis se mourait en 1991, il a demandé à la voir une dernière fois. « Rien qu'en te voyant de dos, je te reconnaîtrais n'importe où dans le monde », lui a-t-il dit. C'était un amour ni achevé, ni guéri, et il a marqué sa vie émotionnelle bien plus que n'importe quel mariage. N'oubliez pas de vous abonner si vous suivez toujours cette histoire captivante. Chaque abonnement nous aide à créer des vidéos plus longues et plus détaillées comme celle-ci. Le mariage pour Juliette Gréco n'a jamais été une protection. Son premier mariage fut avec Philippe Lemaire en 1953. Ils se sont rencontrés en travaillant dans le cinéma à un moment où l'image publique de Juliette Gréco s'élargissait rapidement tandis que sa vie privée restait instable. Lemaire était beau, successful, socialement compatible, mais la relation fut fragile presque dès le départ. Gréco a décrit plus tard ce mariage comme précipité et émotionnellement déséquilibré. Il s'est terminé par un divorce en 1956, après seulement 3 ans. Mais de cette union est née leur fille, Laurence Marie, née en 1954. La maternité est devenue l'élément le plus stabilisateur de la vie personnelle de Juliette. Laurence n'a pas été élevée comme l'enfant d'une célébrité. Gréco a fait des efforts délibérés pour protéger son enfant de l'exposition publique. Elle parlait rarement de sa fille dans les interviews et a refusé de transformer la maternité en partie intégrante de son image. En même temps, elle reconnaissait que le fait d'être mère l'effrayait. Ayant grandi dans l'abandon affectif et les pertes liées à la guerre, elle savait à quel point l'amour pouvait être arraché. Cette conscience a façonné son rôle de mère, difficilement dévouée, mais aussi vigilante, presque anxieuse. Laurence est restée le centre émotionnel de sa vie jusqu'à sa mort des décennies plus tard. Son second mariage avec Michel Piccoli a débuté en 1966 et duré jusqu'en 1977. Cette relation était fondamentalement différente. Piccoli comptait parmi les acteurs les plus respectés de France, intellectuellement brillant, politiquement engagé, émotionnellement complexe. Leur union reposait sur l'admiration mutuelle plutôt que sur le confort domestique. Les proches décrivaient leur vie commune comme un échange permanent d'ironie, de débats et de provocations. Ils partageaient des engagements politiques et des cercles artistiques, mais leur tempérament s'opposait souvent. Gréco était directe et intransigeante, Piccoli plus retiré, ironique, réservé. Avec le temps, la tension érodait le mariage. Après leur séparation, Piccoli a reconnu plus tard que la rupture l'avait profondément affecté, même s'il ne le montrait rarement en public. Gréco, de son côté, n'a jamais dramatisé la fin de la relation, mais ne l'a jamais réécrite non plus.
Son dernier mariage avec Gérard Joannest a représenté un réajustement tardif. Joannest, surtout connu comme compositeur et pianiste de longue date de Jacques Brel, faisait déjà partie de la vie professionnelle de Gréco avant même qu'ils deviennent un couple. Leur relation s'est développée lentement, ancrée dans le travail partagé plutôt que dans l'urgence romantique. Lorsqu'ils se sont mariés en 1988, ils étaient déjà établis, indépendants, pleinement formés. Avec Joannest, Gréco a trouvé la stabilité sans la capitulation. Il l'accompagnait sur scène, structurait ses spectacles et lui offrait une présence constante hors scène. Leur mariage a duré jusqu'à la mort de Joannest en 2018. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits bouleversants avec vous. Mais la perte la plus dévastatrice de la vie de Juliette Gréco ne fut pas celle d'un amant, ce fut celle de son enfant. En 2016, Juliette a subi 2 ruptures irréversibles la même année. La première fut privée et absolue. Sa fille unique, Laurence Marie Lemaire, est morte après un long combat contre le cancer, à l'âge de 62 ans. Laurence n'était pas une figure publique, elle travaillait dans l'ombre comme script superviseuse et vivait largement en dehors des projecteurs. Juliette a choisi de ne pas annoncer la mort de sa fille à l'époque. Pendant 4 ans, elle a continué à donner des interviews, à assister à des événements culturels et à évoquer de futurs projets sans jamais mentionner la perte. Les proches ont expliqué plus tard que ce silence était délibéré. Non pas un déni, mais un confinement. Elle a refusé de laisser le chagrin le plus intime de sa vie devenir une matière publique. Lorsqu'elle en a enfin parlé dans une interview accordée à Télérama en 2020, le langage était dépouillé de toute métaphore. « La vie m'a donné une fille », a-t-elle dit, et puis elle me l'a reprise. Elle a décrit cette perte comme quelque chose qui brise l'ordre naturel, un renversement qui ne peut être intégré, seulement enduré. Les amis ont noté qu'après la mort de Laurence, Gréco est devenue plus retirée, plus prudente dans la conversation et visiblement moins animée lorsqu'elle parlait de l'avenir. Le centre émotionnel qui l'avait ancrée pendant des décennies avait disparu. Vous êtes toujours là? Alors vous méritez d'être abonné. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter ces histoires extraordinaires et touchantes. La seconde rupture a suivi presque immédiatement. En mars 2016, alors qu'elle était en tournée d'adieu, Juliette a été victime d'un AVC à Lyon. Bien que sa récupération médicale ait été jugée positive, elle a retrouvé la parole, la mobilité et la clarté cognitive, l'impact sur sa vie professionnelle fut décisif. Les concerts ont été reportés, puis annulés. En quelques mois, son équipe a confirmé qu'elle ne remonterait plus jamais sur scène. Pour une artiste qui avait répété que chanter n'était pas un métier, mais une nécessité biologique, les conséquences furent profondes. Gréco décrivait le chant comme l'acte total, le corps, l'instinct, l'intelligence. Sans lui, ses journées ont perdu leur structure. Il ne s'agissait pas d'une retraite volontaire, c'était un retrait imposé, né de la convergence entre la vulnérabilité physique et un deuil impossible à traiter. Après 2016, Juliette Gréco a vécu discrètement dans sa maison de Ramatuelle, dans le sud de la France. Elle a donné moins d'interviews, elle ne parlait plus de projets, elle évitait autant que possible les cérémonies publiques. Ceux qui lui ont rendu visite ont décrit une femme toujours lucide, vive, tranchante, mais intérieurement transformée. Elle ne parlait plus de retour sur scène. La perte de sa fille, suivie de la perte de sa voix dans la vie publique, a marqué la véritable fin de son existence artistique. C'était la seule douleur qu'elle ne pouvait ni réinterpréter, ni transformer, ni jouer. Et elle l'a accompagnée jusqu'au bout. Juliette Gréco s'est éteinte le 23 septembre 2020, à 93 ans, entourée de sa famille. Ses obsèques ont été célébrées en l'église de Saint-Germain-des-Prés, le lieu même où son mythe avait commencé des décennies plus tôt. Elle a été enterrée aux côtés de Gérard Joannest, comme elle l'avait souhaité. Les dernières années de Gréco ont été remplies de silence, mais non de renoncement. Sa voix s'est tue sur scène, mais jamais dans le monde. Juliette Gréco n'a pas seulement survécu au monde, elle l'a affronté, elle l'a aimé profondément, et elle a chanté à travers sa douleur. Même lorsque la vie lui a tout pris, la santé, sa fille, le passé, elle a rendu quelque chose de plus durable, du sens dans chaque note. Elle n'a jamais demandé à être adorée, seulement à être entendue. Et en l'écoutant, nous avons retrouvé des fragments de nous-mêmes. La vraie question n'est peut-être pas de savoir comment elle a enduré tant d'épreuves, mais comment elle a tout transformé en musique sans jamais perdre son feu.
Si son histoire vous a marqué, laissez-la vivre à travers d'autres. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à Secret Stars pour découvrir d'autres histoires méconnues qui méritent d'être racontées à voix haute. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les vies fascinantes des plus grandes icônes françaises et internationales. Chaque vue, chaque like, chaque abonnement fait vraiment la différence pour nous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante. À la prochaine sur Secret Stars.